Et si le plus grand problème du FC Barcelone n'avait jamais été l'argent, ni même les joueurs? Non, c'était un fantôme, un héritage si lourd qu'il a fini par étouffer le club lui-même. Pendant 10 ans, Barcelone n'a pas avancé. Il a regardé en arrière, obsédé par une époque, prisonnier d'un style, condamné à poursuivre une illusion pendant que l'Europe, elle, évoluait sans lui. Et pourtant, tout a basculé en un instant. Une humiliation, un 8-2 gravé dans l'histoire, une chute brutale mais nécessaire. Parce que ce soir-là, quelque chose s'est brisé et de ses cendres est née une nouvelle identité. Aujourd'hui, Barcelone est de retour, champion d'Espagne, roi d'Europe, un triplé historique. Mais ce n'est pas un retour, c'est une renaissance. Et cette fois, ils ne regardent plus le passé, ils écrivent le futur. En 2008, Barcelone s'est imposé comme la plus grande équipe de club de l'histoire. Sous la direction de Pep Guardiola, ils ne se sont pas contentés de gagner. Ils ont redéfini la notion même de victoire. Ils étaient absolument dominants. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, un triplé. Pour la première fois dans l'histoire du football espagnol, un club conquérait tous les fronts majeurs en une seule saison. Et le Barça ne s'est pas arrêté là. Ils ont ajouté la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs, complétant le sextuplé en 2009. 6 trophées portés par une seule idée, le tiki-taka. C'était la perfection institutionnalisée. Le Barcelone de Guardiola est devenu le point de référence pour les générations suivantes de Barcelonais. Les clubs ne cherchaient pas seulement à les battre, ils cherchaient à les copier. Les milieux de terrain ont été reconstruits, les centres de formation remodelés. La philosophie est devenue une monnaie d'échange. Mais en 2012, Guardiola est parti en quête de nouveaux défis. Et si le club restait puissant, quelque chose de subtil avait changé. Le système demeurait, mais la certitude s'était envolée. Après une saison 2013-2014 catastrophique, le Barça a rebondi en 2014-2015, en assemblant un trio offensif jamais vu auparavant. Messi, Suarez, Neymar. La MSN n'était pas un système, c'était une fatalité. Un autre triplé a suivi, une autre Ligue des Champions. Un rappel que Barcelone possédait toujours le plafond le plus élevé du football. On aurait pu croire que la grandeur était éternelle, mais en réalité, c'était le dernier barreau d'honneur. Car sous les trophées, les fondations pourrissaient déjà. Après Guardiola, Barcelone n'a pas reconstruit. Ils ont poursuivi son ombre. Saison après saison, ils ont tenté de recréer la même idée sans la structure, sans la clarté et sans l'homme qui la faisait fonctionner. Puis vint 2020, l'humiliation ultime. Une défaite 8-2 contre le Bayern Munich, le plus lourd revers de l'histoire du club en Ligue des Champions. 8 buts encaissés pour la première fois depuis 1946. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une mise à nu. Les conséquences furent brutales. Quique Sétienne a été licencié, Lionel Messi a demandé à partir et l'illusion de contrôle a fini par voler en éclats. Mais la déchéance n'était pas que sur le terrain. Des années de dépenses inconsidérées, de salaires gonflés et de solutions à court terme déguisées en ambition avaient plongé le club dans un gouffre qu'il n'avait pas vu venir. Barcelone gagnait sur le terrain tout en perdant le contrôle de ses finances. Puis, la facture est arrivée. Lorsque Joan Laporta est revenu à la présidence en mars 2021, il n'a pas hérité d'un chantier mais d'un désastre. 1,35 milliard de dettes, dont 730 millions à rembourser dans les 12 mois. Le club était techniquement en vie, mais financièrement brisé. L'effondrement post-Covid n'a pas causé la crise, il l'a révélée. Barcelone ne pouvait plus vivre comme Barcelone. La première conséquence fut la plus douloureuse. Lionel Messi est parti, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le club n'avait plus les moyens de le payer. Pour continuer d'exister, ils ont dû dire adieu au plus grand joueur de l'histoire du club. Il est parti non pas vaincu, mais évincé. Avec lui, s'est envolée l'illusion que le Barça trouverait toujours une issue. Il n'y avait plus d'argent pour les stars, plus de droit à l'erreur, plus de filet de sécurité. Alors Barcelone s'est tourné vers l'intérieur, vers la Masia, vers les adolescents, vers l'espoir. Gavi, Baldé et Cubarsí. On a demandé à une génération de grandir instantanément. Puis Xavi Hernandez est revenu, non comme un sauveur, mais comme un stabilisateur. Peu de gens attendaient des miracles, mais contre toute attente, Xavi a réussi. Il a restauré la fierté, il a restauré l'ordre. Et en 2023, il a remporté la Liga. Un instant, on a cru que le club avait court-circuité son déclin. Il a également déniché un autre joyau de la Masia, Lamine Yamal, 16 ans. Mais la stabilité n'est pas la même chose qu'une direction claire. Le football est devenu rigide, les marges ont disparu, et quand la pression est revenue, la structure a craqué. En 2024, le Barça ne s'effondrait plus, mais il ne progressait plus non plus. Le club était coincé entre ce qu'il voulait être et ce qu'il pouvait s'offrir. C'est alors que la décision la plus risquée fut prise. Confier l'avenir à un
homme qui ne croyait pas que Barcelone avait besoin d'être sauvé. Ce qui a suivi n'était pas une énième reconstruction, mais quelque chose de bien plus troublant. En 2024, Barcelone fonctionnait avec des limites inédites. Restrictions financières, déséquilibre de l'effectif, supporters épuisés par les excuses. Le droit à l'erreur était nul. Xavi est parti discrètement, non sur un échec, mais par épuisement. Il avait stabilisé le club, mais ne pouvait plus l'emmener plus haut. Le Barça devait alors choisir, protéger l'idée ou protéger le club. Car la vérité était dérangeante. Barcelone ne pouvait plus se permettre d'être patient. C'est pourquoi le nom d'Hansi Flick semblait inadéquat. Il n'était pas catalan, son idée du football ne descendait pas de la royauté de Cruyff, et il n'était même pas espagnol. C'était l'homme dont le Bayern Munich avait humilié Barcelone 8-2, l'architecte de leur pire cauchemar européen. Un coach qui croyait en l'intensité plutôt qu'en l'esthétique, en la verticalité plutôt qu'au contrôle, au pressing plutôt qu'à la possession. Pour beaucoup, cela ressemblait à une trahison de l'âme du club. Flick n'est pas arrivé en prêchant la philosophie, il est arrivé en prêchant l'exigence. De plus, il arrivait avec ses propres doutes. Après un passage désastreux à la tête de l'Allemagne, une sélection qui semblait alors sans vie. Flick avait été licencié, étiqueté comme un entraîneur de système ne fonctionnant qu'avec des effectifs d'élite. Pourtant, en le nommant en mai 2024, Laporta et Deco ont vu ce qui manquait cruellement au Barça. Flick n'a pas parlé de restaurer l'identité, mais de restaurer l'intensité, la dominance physique et la responsabilité collective. Il n'a pas réclamé de recrues, acceptant les limites financières. Il a travaillé avec un groupe de gamins. Là où d'autres se plaindraient, Flick s'est adapté. Les entraînements sont devenus plus courts, plus intenses, impitoyables. Les rôles ont été simplifiés. Personne n'avait de place garantie, quel que soit son nom. Et l'inattendu s'est produit. Les joueurs ont écouté. Quand le déclic a eu lieu, tout a explosé. En 2024, le pressing est devenu agressif et coordonné. Ce qui a suivi fut imprévisible. 44 victoires, dont 28 en championnat pour décrocher la Liga, 9 en Ligue des Champions, 5 en Coupe du Roi et 2 en Supercoupe. Le club a terminé la saison avec 2 trophées majeurs. Mais au-delà des titres, la saison 2024-2025 a vu les Blaugrana inscrire 174 buts, le 3e total le plus élevé de leur histoire, loin devant le PSG, le Bayern ou le Real Madrid. On a alors compris quelque chose de troublant. Barcelone ne gagnait plus parce qu'ils étaient Barcelone. Hansi Flick était en train d'effacer le passé pour créer autre chose. Pour comprendre ce succès, il faut comprendre l'homme. Flick n'a pas changé le Barça par la tactique, mais par une règle simple. Vous vous souvenez sûrement de l'Allemagne qui a écrasé le Brésil 7-1 en 2014. Ce n'était pas une simple défaite, c'était un démantèlement. Flick était un rouage essentiel du staff de Joachim Löw. Et ce n'est pas l'histoire d'un adjoint passif. Avant d'être un collectionneur de trophées, Flick était un milieu de terrain qui luttait pour survivre au haut niveau. Entre 1985 et 1990, il a joué 104 matchs pour le Bayern. Des chiffres modestes, mais il faisait partie d'une machine à gagner. Après des blessures, sa carrière pro s'est arrêtée en 1993, sans adieu ni sélection nationale majeure. Flick n'était pas une star, il était un joueur qui savait ce que cela signifiait d'être remplaçable. Pour réussir, il a dû travailler 2 fois plus. Une anecdote méconnue, avant d'entraîner, Flick a vendu des chaussures. Dans une petite ville allemande, il tenait un magasin de sport. Pendant que d'autres anciens joueurs couraient après leur diplôme, lui vivait parmi les fans et les amateurs. Cela l'a ancré dans la réalité. Son parcours d'entraîneur n'a pas commencé dans les sommets. En 1996, il était entraîneur-joueur au Viktoria Bammental en division inférieure. Ils ont été relégués, mais il est resté. Il apprenait comment fonctionnent les équipes quand rien ne va. Puis il eut Hoffenheim, qui l'a fait monter, et un diplôme d'entraîneur où il finit majeur de sa promotion en 2003. Après avoir appris la discipline défensive sous Giovanni Trapattoni à Salzbourg, il rejoint Joachim Löw en 2006. Il a été l'esprit tactique derrière le pressing étouffant de l'Allemagne et leur efficacité sur coup-pied arrêté. Après 8 ans en sélection et un titre mondial, il finit par arriver au Bayern en 2019 comme solution temporaire après le départ de Niko Kovac. La suite est légendaire. Entre novembre 2019 et mai 2021, il ne perd que 7 matchs, remporte 7 trophées sur 9 possibles, réalise le sextuplé et gagne la Ligue des Champions avec 100% de victoire. Puis vint l'échec avec l'Allemagne en 2022. Flick n'a pas échoué par manque d'idées, mais parce que le football de sélection prive son système de l'élément vital, le temps de travail quotidien. En l'embauchant, Barcelone n'a pas recruté l'homme qui a échoué avec la Mannschaft, mais celui qui croit que l'exécution prime sur l'idéologie.
En mai 2024, Flick a pris les rênes. Sans nostalgie, il a transformé un effectif que l'on disait déclinant ou trop jeune. Robert Lewandowski a explosé avec 42 buts toutes compétitions confondues. Rafinha a arrêté de jouer la sécurité pour devenir l'un des meilleurs passeurs d'Europe. Lamine Yamal a été responsabilisé au-delà de son âge. Flick n'a pas réduit son groupe, il l'a élargi en utilisant 30 joueurs différents, transformant la jeunesse en arme de guerre contre le Real Madrid, qu'il a battu 5 fois sur 6 confrontations. La saison 2024-2025 n'est plus celle d'une reconstruction, c'est celle d'une domination calculée. Après 19 matchs de Liga, le Barça compte 53 buts et une avance confortable. Ils ne gagnent pas par chance ou par magie, mais parce que leurs adversaires finissent par manquer de réponses. Flick a supprimé l'aléa. Cette équipe n'a pas besoin de miracles ou d'inspiration divine. Elle continue simplement sa marche en avant, inlassablement. Le vrai constat est simple. Si cette version de Barcelone continue de s'améliorer sans avoir besoin de la perfection, comment l'arrêter ? Il ne s'agit plus de possession ou de chaos, mais d'un club qui se comprend enfin lui-même et d'un entraîneur qui sait comment transformer cette compréhension en une machine de guerre. Le prochain chapitre ne sera pas celui d'une renaissance, mais celui d'une hégémonie.